Le titre que j'ai trouvé, c'est « Qu'est-ce qu'un document numérique ?» Ce n'est pas forcément le meilleur titre. En fait, on s'aperçoit que la numérisation est un phénomène complètement massif aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les documents que nous avons à un moment donné sont passés par une phase numérique. Il n'y a plus de films. Les films ont été filmés en caméra numérique. Les écrits ont été faits sur un traitement de texte. Les photos sont prises avec des appareils photo numériques. Enfin, dans la chaîne de production de l'édition, il y a un système de mise en page, un InDesign quelconque, voire même des systèmes plus élaborés à base de XML. Donc, à tout moment, il y a une phase numérique pour tous les nouveaux documents qui apparaissent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous distribués numériquement sur Internet. Ça veut dire que même nos documents imprimés ont une phase numérique. Excusez-moi de penser que s'ils ont une phase numérique, elle sera distribuée. C'est comme l'eau. Vous n'empêchez pas l'eau de couler. Vous pouvez faire un barrage une fois, 2 fois, elle passera à côté. Et si dans le barrage, vous ne prévoyez pas des gros trous pour que l'eau s'écoule, elle cassera le barrage. Donc le fluide numérique, c'est pareil. Dès que c'est numérisé, et ça c'est quelque chose qui va nous poursuivre pendant les 14 cours, j'en suis convaincu et j'en ai toute une série d'exemples pour les 14 cours, dès que c'est numérisé, ça circule en numérique. Donc on a là quelque chose qui est radicalement nouveau, y compris la monnaie. La monnaie est devenue numérique avec les systèmes PayPal ou Amazon FPS ou Google Checkout. Donc on a une monnaie qui n'est même plus faite par des banques, mais qui est uniquement adossée au système bancaire. Donc on a ça d'un côté, on a un réseau généraliste dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qui faisait la convergence de toutes les formes des médias. Moi je pense que ça a un effet complet, ça, sur la manière dont on conçoit l'information. Par exemple, la manière dont on attribue une valeur à l'information. Je vais fermer la porte parce qu'il y a un courant d'air. Il y a 3 conséquences principales à la numérisation. La première, c'est que la duplication a un coût marginal qui tend vers 0. Alors, le coût marginal, c'est le coût de fabrication du énième exemplaire. Quand vous avez créé la chaîne, ça coûte très cher. Vous avez produit les premières voitures, elles coûtent relativement cher. Mais plus vous produisez de voitures, plus la dernière coûte de moins en moins cher parce que les processus se sont accélérés, parce que les systèmes s'est rentabilisé, parce qu'il n'y a plus à payer la chaîne, elle a été amortie sur les premiers, etc. Donc le coût marginal, c'est le coût de fabrication de l'exemplaire de plus. Vous êtes dans l'imprimerie, il y en a qui vont avoir travaillé en édition, les 1000 premiers coûtent cher, mais les 500 d'après coûtent beaucoup moins cher parce que la rotative est en route. Donc de la même manière sur le numérique, le coût marginal, lui, il tend vers 0 radicalement. Pourquoi ? L'outil, vous l'avez acheté, c'est le réseau, vous l'avez déjà payé. Il est déjà payé pour d'autres raisons, donc vous ne payez plus le réseau. Le matériel de lecture ou de diffusion, votre ordinateur, vous l'avez acheté, souvent pour d'autres raisons, donc il ne coûte plus rien. La part affectée à chaque document numérique est rien du tout. Et le réseau, il est construit pour des tas d'autres raisons, il est financé par d'autres manière, donc la circulation d'un document numérique lui-même, son coût marginal, il tend vers 0. Et ça, c'est un changement économique, on aura l'occasion d'y revenir, on fera un cours sur l'économie de l'information, les bases de l'économie de l'information, mais c'est un changement absolument majeur, qui est à la source de bien des ennuis des anciennes industries, mais qui est aussi à la source d'un potentiel complètement nouveau de partage, de circulation, de coproduction de l'information. La deuxième conséquence, c'est que chaque document, une fois qu'il existe et que son coût marginal tend vers 0, son usage va se faire partout, en tout lieu, en tout temps. L'usage n'est plus associé à l'existence, 1, de l'objet, 2, de l'appareil de lecture. Comme c'était le cas quand vous avez un disque vinyle, il faut avoir toute la chaîne autour de vous pour pouvoir l'écouter, etc. Avec le numérique et le réseau, de toute façon, vous savez bien, vous avez des écouteurs plus souvent que moi dans les oreilles. Donc là, c'est un usage absolument nouveau. Avec un outil comme ça, on peut lire le journal dans le métro sans savoir l'ouvrir devant les voisins. On peut lire des livres, on peut transporter sa musique avec soi, on peut regarder ses photos. Enfin, on a toute une série d'activités qu'on peut faire en tout lieu et en tout temps, ce qu'on appelle l'ubiquité.
Et ça change radicalement nos comportements vis-à-vis des documents. Il n'y a plus le silence religieux des scriptoriums, mais on est bien dans le document. Les documents sont insérés partout dans notre vie quotidienne. Et la troisième conséquence, c'est qu'une fois qu'il est numérique, le document, il peut être traité. On parle du traitement du document. On parle du traitement de la langue, ou on peut calculer un document. On va être capable de... Alors, exemple de calcul, vous avez le moteur de Google qui va chercher le document et puis qui prend tous les mots. Il fait ce qu'on appelle de l'indexation. Typiquement, un calcul. Donc, le document est réduit par le moteur à une liste de mots, éventuellement à une liste d'occurrences de mots. Comme ce moteur est un peu plus subtil, il va même récupérer les liens et il utilise les mots des liens de manière plus importante que les autres mots du texte, et ainsi de suite. Mais tout ça, c'est du calcul. Donc un document peut avoir du calcul, et donc on va avoir des robots qui vont les calculer. Qui vont quoi faire en fait? Ils vont extraire de l'information d'un premier document pour créer des banques de données de connaissances. C'est ce qu'on appelle l'extraction de connaissances. Un des premiers systèmes qui faisait ça, c'était le système CISOR, qui était fait par General Electric, il me semble. Il prenait en entrée toutes les dépêches de l'agence Reuters. Ça date fin des années 80, ça. La préhistoire. Et il sélectionnait toutes celles qui traitaient de fusion et acquisition bancaire, juste par filtrage, par lecture des documents automatiques. Et il était capable, en lisant ça, de savoir quel était le vendeur, l'acheteur et le prix de la transaction. C'est-à-dire qu'il crée une banque de connaissances instantanée à partir des dépêches textuelles. Ce que nous faisons comme lecteurs humains habituellement, mais c'est ce qu'on vous demande de faire, c'est ce qu'on a appris à l'école, à lire un texte et en tirer des conséquences, à bien montrer dans un exercice qu'on a compris la lecture du texte. Ben là, on a de plus en plus des systèmes de calcul sur les documents. Alors, ça crée ce qu'on pourrait penser être une nouvelle modernité. La seconde modernité, c'est Ulrich Beck, qui est mis en photo ici, un philosophe allemand, qui parle de ça. L'idée, c'est que la nouvelle modernité serait aussi importante dans le monde actuel que l'a été l'invention de l'imprimerie. C'est-à-dire, avec l'invention de l'imprimerie, je crois que c'est le transparent d'après, non, celui-là, celui-ci. La première modernité, elle est liée avec l'imprimé. Le fait qu'on ait pu avoir de l'imprimé, ça a été au même moment la naissance de la science expérimentale, parce qu'on pouvait écrire une expérience et la transmettre, et donc la partager, la refaire. Ça a été la naissance des États-nations, la capacité à écrire des lois et à les interpréter, ce qu'on a appelé la diplomatique. Et enfin, ça a été la question du tribunal de la raison des Lumières, c'est-à-dire l'idée que toutes les idées pouvaient être comparées et qu'on pouvait émettre sur elles un jugement sur le mode de la raison et non pas seulement de l'émotion. Aujourd'hui, la nouvelle modernité fonctionne sur des rythmes différents. Elle fait des calculs d'appariement. Je prends un document, je le traite, je le calcule et je regarde qu'est-ce qui peut s'apparier. Par exemple, comment je peux apparier les termes d'une question que vous posez avec les mots qui sont présents dans un document. Puis on s'aperçoit que ça ne suffit pas, ce n'est pas un bon appariement. Donc on va essayer de savoir quels sont les termes que vous posez habituellement, quelles sont les langues que vous lisez habituellement, comment je vous connais, de manière à pouvoir rajouter des critères pour avoir un appariement de plus en plus fin entre les documents disponibles et les questions qui peuvent être posées. C'est le travail que font les moteurs de recherche. C'est aussi l'idée de la sagesse des foules. C'est drôle, hein, la sagesse des foules. C'est ce qu'on appelle un oxymore. En général, ce n'est pas très sage, une foule. Mais là, c'est l'idée que si tout le monde estime que tel mot-clé ou telle question mérite d'extraire tel document, c'est que ce document, il en parle bien. Et comment on sait les mots-clés des gens? Par exemple, ceux qu'ils utilisent quand ils font des liens. On reprendra en détail ça, mais cette idée que les milliers d'actions éclatées de chacun des internautes quand ils créent leur blog, qui font des liens, des trackbacks, des citations, des choses comme ça, si on est capable de les calculer, font émerger en fait des choses. On va plus loin aujourd'hui, il y a des gens en médecine qui estiment que si tout le monde mettait son ADN sur Internet, on pourrait faire des calculs sur les ADN et guérir toutes les maladies du monde tant qu'à faire. Bon, je dirais, il y a déjà des maladies qu'on sait guérir et qu'on ne guérit pas, par exemple la faim, c'est une autre paire de manches. Donc, cette nouvelle modernité-là appelle ce qu'un groupe qui s'appelle Roger T. Pedock appelle la redocumentarisation du monde. Alors, Roger T. Pedock, c'est intéressant parce que c'est un groupe de chercheurs français,
francophones, il y a quelques étrangers, enfin majoritairement français, 170 chercheurs qui ont constitué un réseau, qui ont pris un pseudonyme, Roger T. Pédoc, dont le métier, ça a été de dire, voilà, on est en train de passer du document, première modernité, imprimé ou diffusé sur des supports, hein, que ce soit le document musical, il est diffusé sur du vinyle, le document son, il est diffusé sur des vidéos ou sur des vidéos analogiques, hein, pareil, où on est obligé d'avoir l'objet dans les mains, et puis le document, ou par le cinéma, c'est-à-dire par des pellicules. Donc quand je dis document, ce n'est pas que le texte, hein, d'accord. Bien penser que c'est le son, la vidéo. Mais on est en train de passer de ce type de document, disons, analogique vers un document numérique. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que ça nous permet d'éclairer sur le document? Par exemple, quand on est en mode numérique, on a des tas de changements. Vous avez un même document qui va être une fois en PDF, une fois en HTML sur le web, une autre fois, tiens, on va faire une sortie imprimée, une autre fois, on va avoir des tas de changements de format, d'indexation à l'intérieur, c'est-à-dire des balises utilisées qui vont changer. Et ce qui va faire le document, c'est ce qui est invariant. On dit c'est le même document parce que dans toutes ces versions-là, c'est en fait la même chose qui est dite. Donc c'est le même document. Mais en réalité, ce n'est pas le même document. On va voir tout à l'heure une des conséquences. Donc ce groupe de 170 chercheurs ça a rédigé ça a duré 3 ou 4 ans hein, quand même, 3 essais scientifiques qui ont été regroupés dans un livre, dont la citation est, etc., qui s'appelle le document à la lumière du numérique, c'est-à-dire comment ça change le document. C'est un peu dur, hein, mais bon, vous êtes en M2. En M2, à mon avis, ceux qui sont en M2, il ne faut pas avoir peur de prendre la pente et de lire ce texte-là, qui est un texte un peu fondateur, de réflexion globale, très théorique, sur quel est l'avenir du document. Alors, pour Pédoc, pour ce groupe de chercheurs, on ne peut interpréter le document que si, en même temps, on considère 3 changements, ou 3 aspects, 3 approches. Une par la forme du document, une par son contenu, son sens, et une par l'idée que c'est un médium, que dès qu'un document existe, il est un médium, et donc il est là le reflet de pratiques sociales, de pratiques humaines, que ce soit des pratiques de marché, des pratiques de propriété, est-ce qu'on a une propriété intellectuelle, est-ce qu'on est l'auteur de ce document ou on est le lecteur, quel droit on a pour le faire circuler, ou des pratiques d'usage soi-même, c'est-à-dire est-ce que ce document va être lu, tout simplement servir à caler une armoire, ou est-ce qu'il va être archivé, enfin bon, tout est possible dans les usages d'un document. Et que si on sépare ces 3 choses-là, si par exemple on ne s'intéresse qu'au contenu d'un document, qu'on fait de l'analyse textuelle, on va bien faire de l'analyse textuelle du texte ou de l'analyse d'image, de l'image, mais on va perdre sa qualité de document au sens que lui donnent profondément les documentalistes, les bibliothécaires, les éditeurs et j'espère les informaticiens qui travaillent sur l'Internet. Donc ce document comme une espèce de paquetage entre l'information et tout le reste. Alors, dans la préface du livre, Michel Melot, garçon sérieux, c'est quand même lui qui a fait l'étude pour la Bibliothèque nationale de France au moment de sa création, c'est lui qui a dirigé la BPI. Bon. Il dit « Naguère, le document était un objet, passeport, pièce à conviction, livre, article, dossier d'archives, une trace solidaire de son contenu. » C'est-à-dire, quand vous montriez vos papiers, votre billet de train, un billet de train tout simplement, ou un billet d'avion, avant, le billet faisait preuve. Aujourd'hui, vous avez un enregistrement électronique. Vous prenez l'avion en disant « Ah oui, mon nom c'est Le Cronier », et hop, on vous dit « Oui, bien sûr, vous êtes place C47 ». C'est un enregistrement d'une base de données. C'est-à-dire qu'il y a séparation entre le contenu et le support, entre l'enveloppe qui sert à transmettre le document et ce qu'il représente socialement. Il y a une différence entre l'immatériel et son véhicule. On parle de l'immatériel, bien évidemment c'est matériel. Tout ce qui est numérique, c'est matériel. C'est des bits, c'est des 0, des 1, des enregistrements, c'est des câbles, c'est de l'électricité. Tout ça, on est dans le monde profondément matériel. Quand on dit l'immatériel, on ne parle pas, justement, on a distingué ce qui n'est plus l'enveloppe, ce qui n'est plus l'outil de lecture, ce qui n'est plus l'outil de transmission, ce qui n'est plus l'outil de sélection, mais on a directement un contenu
qui certes ne nous est accessible qu'au travers d'outils, mais qui a une existence autonome. C'est celle-là qui est immatérielle, et c'est celle-là qui bénéficie de tous les effets économiques dont j'ai parlé tout à l'heure, dont le coût marginal nul et donc sa circulation à très grande vitesse. Alors, dès qu'on a séparé le document de son enveloppe, on se pose un premier problème. Sans explication, le document n'est plus rien. Le cas typique, c'est les photos. Si vous avez des tas de photos, si on ne vous dit pas, s'il n'y a pas de légende, s'il n'y a pas la date à laquelle ça a été prise, le lieu, les informations qui vont avec, toutes ces millions de photos qui sont sur le net ne veulent plus rien dire du tout, ou presque. Certaines sont belles. Dans ce cas, on se contente de leur beauté. Mais elles ne nous disent plus vraiment grand-chose. Donc, en fait, tous ces nouveaux documents, dès qu'ils existent en numérique, qu'il n'y a plus l'enveloppe pour garder la trace de leur usage, il faut renforcer les métadonnées. Il faut absolument qu'elles soient décrites, injectées dans un système documentaire. Et comme elles sont en plus des millions, il va falloir des systèmes pour retrouver un exemplaire parmi des millions. Et ça, c'est ce que Pédoc appelle la redocumentarisation du monde, au sens où il y a les documents, ils sont documentarisés quand on les met dans un système documentaire, dans une bibliothèque, dans un rayonnage de magasins, dès qu'on donne des moyens pour les retrouver. Et aujourd'hui, avec le numérique, il faut redocumentariser toutes les activités humaines parce qu'elles produisent toutes des documents. De surcroît, et là c'est la citation, je pense que vous avez pu lire pendant que je bavardais, c'est l'idée que dans l'ère industrielle, les composants sont réutilisés. C'est l'enjeu des normes industrielles, c'est de faire qu'un train puisse rouler sur toutes les voies de chemin de fer parmi les pays, sauf l'Espagne. Mais dans la société de l'information, c'est l'idée que chaque partie d'un document, chaque information qui peut être à un moment donné recomposée dans un document, va aussi pouvoir être extraite et être recomposée dans un autre document à côté. Donc c'est la réutilisation des parties conceptuelles. Ça, aussi, c'est un élément très important. Alors, une des autres choses qu'on s'aperçoit quand on numérise les documents, c'est qu'en fait, aussi important que le document lui-même, il y a la communauté des lecteurs. Les documents servent à faire se rencontrer des gens. Ça, c'est bien. C'est le métier de la culture, ça a toujours été ça. On n'a jamais fait de la culture pour la culturer. On n'a jamais fait de la culture pour frimer. Cette culture-là, c'est comme la confiture, vous savez. Moi, on en a, plus on l'étale. C'est pas grave. La culture, c'est fait pour se rencontrer. C'est typiquement l'activité de l'adolescent qui écoute de la musique. Il ne choisit pas forcément sa musique parce qu'elle lui plaît. Il choisit sa musique parce qu'elle est celle du groupe auquel il appartient. Et en sens inverse, il veut apporter sa musique dans le groupe. Donc il veut se faire valoir en disant « j'ai découvert un truc, les gars, écoutez ça ». Donc cette relation-là est aussi importante et c'est ce qu'a fait tout le succès de la culture rock des années 70 et 80. Ça a été ce phénomène-là qui est tout aussi important que le contenu intrinsèque de chaque document. Et on s'aperçoit en fait que c'est vrai pour tout, que c'est vrai pour l'article scientifique. L'article scientifique est tout aussi important par le nombre de personnes que ça va agglutiner dans une communauté qui va dire « Ah tiens, là, il y a un sujet intéressant, on va le travailler ensemble », que par son contenu intrinsèque. Donc le document lui-même, c'est ce qui focalise une communauté, et ça on s'en aperçoit d'autant plus que ce document sert qu'il est cité, qu'on peut tisser des liens, les voir apparaître sur le web, que ça monte le PageRank, enfin toutes ces activités-là qui vont avec le document numérique. La numérisation change aussi la chaîne traditionnelle. Si on prend la chaîne là pour le livre, on a un auteur. L'auteur, c'est donc une entité repérable. On dit qu'il y a un droit d'auteur parce qu'on peut dire c'est à un tel qu'appartient le document, c'est lui qui l'a écrit. L'éditeur, lui, il est responsable de sa publication. C'est-à-dire qu'il va choisir parmi les textes que les auteurs lui proposent ceux qu'il va publier et ceux il va essayer de les faire rencontrer un certain public. Pour ça, il va passer par un système de distribution des objets, donc des librairies, des magasins de disques, des relais de presse. Selon le type de document, on choisit le système de distribution. Il va aussi choisir ce qu'on appelle dans la profession un système de diffusion, profession d'éditeur. Un système de diffusion, c'est-à-dire faire connaître son document. Ça ne sert à rien d'être capable de le distribuer si personne ne le connaît. Donc, tout le système de valorisation, de faire connaître le document. Et enfin, dans cette chaîne-là, le lecteur, il est en bout de piste. C'est-à-dire, il est juste celui qui va recevoir le document.
Il est en bout de piste et bon, il est considéré de ce point de vue-là, parce que comme c'est toujours l'aspect économique qui prédomine, du point de vue de la chaîne de production, aussi bien de l'auteur, de l'éditeur, du libraire et de celui qui fait la promotion, des journalistes de magazines, c'est l'achat qui compte. C'est l'achat qui compte, et donc le lecteur, il est en bout de piste pour l'achat. On oublie que quand même, le lecteur, avant, il prêtait des livres, il prêtait des disques, il faisait circuler, il construisait sa vie sociale. Ça, c'était devenu secondaire dans la conception traditionnelle. Or, c'est devenu central dans la chaîne numérique. L'auteur lui-même perd parfois de son... Qui connaît l'auteur de Wikipédia? C'est Wikipédia qui est écrit. Il y a certes des gens, de plus en plus, on les repère, ils ont un nom, un pseudonyme, un numéro IP, mais en réalité, c'est un auteur anonyme. On a des auteurs collectifs, comme Pédoc. On a toute une série de choses où l'auteur disparaît un peu derrière son travail, derrière ce qui est proposé. On a une publication qui est devenue à la portée de tous. C'est cette autoritativité dont je parlais dans l'exposé précédent. On a une distribution qui est directe. Je suis musicien, je mets tout de suite sur mon MySpace, le soir même où j'ai enregistré le morceau que je viens de faire, et je fais du buzz autour. Je fais la distribution et la diffusion en même temps sur mon même outil, et c'est moi qui la gère. Et enfin, ça fait créer des nouveaux intermédiaires de prescription. C'est-à-dire, ce ne sont plus les sources officielles qui sont les seules. Les sources officielles, j'entends les journaux, les critiques littéraires, les critiques artistiques, des choses comme ça, qui ne sont plus les seuls à valoriser et à faire connaître un document, mais c'est les usagers eux-mêmes qui deviennent, soit par agglutination des votes, je mets des étoiles, soit tout simplement parce qu'ils font eux-mêmes des posts de blog, du buzz, etc., qui deviennent la source qui va rendre un document connu et lu par de plus en plus de gens. Donc ça induit ça forcément une lecture active. C'est-à-dire, le lecteur n'est plus seulement celui qui reçoit, mais celui qui va partager l'émotion ou la connaissance qu'il a reçue en lisant un document. Alors ça rend essentiel le travail documentaire, c'est-à-dire l'idée que les documents, on ne l'est pas encore, mais on devrait trouver des méthodes, des solutions, et c'est un grand chantier d'avenir. Je vous en parlerai plus tard, il y a des normes qui commencent à émerger, des choses comme ça. C'est un vrai nouveau chantier qui est d'être capable de prendre un document numérique et non seulement de le ranger sur une étagère où on peut le retrouver, ça c'est difficile, mais grosso modo on y arrive à peu près, mais surtout qu'on soit capable d'agglutiner autour de ce document ce qui fait sa vraie force, c'est-à-dire son réseau de lecteurs, les tags qui ont pu être ajoutés, à partir d'un document savoir quels sont les commentaires qui lui sont liés, les évaluations, les recommandations et toutes ces choses-là. Et derrière ça implique travail typique des bibliothécaires et des documentalistes, ça implique d'avoir un numéro unique pour un document. Et excusez-moi de penser, ça c'est de la géopolitique. Ça c'est typiquement de la géopolitique du XXIe siècle. Si je suis capable de dire, ce document-là, c'est moi qui gère son numéro unique, j'ai le pouvoir sur le document. Et c'est tout l'enjeu, on aura un cours entier là-dessus, c'est tout l'enjeu du règlement de l'affaire Google Book. Si Google est le seul à détenir le numéro unique qui va représenter un document autour duquel vont s'agglutiner les commentaires, les critiques, les mots-clés, les moyens de le retrouver, et derrière la monnaie qui va pouvoir s'échanger, parce que tous les documents ne sont pas gratuits, certains sont payants, ou la monnaie publicitaire qui va pouvoir s'associer, celui-là a le pouvoir. Alors, il y a deux vieux métiers, le catalogage et l'indexation, qui sont des métiers de bibliothécaire, qui ont été inventés par un garçon ici, Antonio Panizzi. C'était le bibliothécaire du British Museum dans les années 1850. Et il a inventé un truc, il dit, mais attends, on a des livres, ce que je veux, c'est faire des fiches, et je veux que ces fiches, on puisse les retrouver par plusieurs critères. Donc, la même fiche de document, je veux qu'elle soit classée une fois par auteur, puis une fois par les mots-clés. Et donc, je vais avoir un catalogue auteur, un catalogue matière. Avant, on avait juste une liste par ordre d'entrée, c'est-à-dire pas par le contenu, mais par l'ordre d'entrée de documents dans la bibliothèque, et on avait une liste, et il fallait feuilleter la liste. Et ça, c'est un changement absolument radical, c'est l'idée que le vrai travail de constitution du catalogue, c'est un travail en fait que les bibliothécaires offrent d'organisation de la connaissance. Constituer un catalogue, ce n'est pas uniquement trouver une clé d'accès, c'est organiser la connaissance pour que les gens puissent s'y retrouver.
Et donc choisir de donner des mots-clés, de mettre une classification, c'est organiser la connaissance à partir des documents. Ça devient absolument essentiel pour l'ensemble des documents. Si vous utilisez Deezer ou MusicMe ou des sites comme ça pour écouter de la musique, vous remarquerez une chose, les albums n'ont pas de date. Vous regardez un album, il a la date dans laquelle il est entré dans le système. Ils sont tous de 2009 ou de 2008. C'est un peu embêtant pour avoir une idée, pour partager une connaissance, pour se dire « Ah ben tel genre de musique, c'était joué il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. J'étais jeune. » Enfin bon, toutes ces choses-là, c'est quand même des éléments essentiels pour comprendre un document, pour le replacer dans l'histoire de tous les documents, pour créer des communautés autour de ces documents-là. Et ça a disparu parce que, pour l'instant, le web a surtout été un web de l'immédiateté, de la diffusion, de masse. Et moi, je suis convaincu que le grand marché à venir, c'est le marché des métadonnées. C'est-à-dire, aussi important que le document va être sa description, son organisation, sa capacité à le retrouver et à agglutiner, en fait, la véritable relation sociale du document autour des identifiants uniques et des choses comme ça, c'est-à-dire reconstruire le sens et le contexte des documents à partir de son existence sociale réelle. Et plus le document va circuler, c'est-à-dire plus le fait que son coût marginal tend vers zéro fait que ça va devenir facile de le faire circuler, et plus il va être important de pouvoir le rattacher à la connaissance, à une organisation de la connaissance, à tout ce qu'on appelle les métadonnées. Alors ça, je ne suis pas le seul à le penser, et je voudrais vous introduire dans les 10 minutes qui restent à un changement de conception des bibliothécaires entre le catalogue de Panizzi tout à l'heure, qui était donc un catalogue où chaque livre qui rentrait dans la bibliothèque était décrit. Certes, pas inscrit sur le livre d'inventaire, sur le livre d'entrée, mais il était décrit dans des fiches, livre par livre. Mais quand on avait 5 exemplaires différents, 5 éditions différentes du Don Quichotte, on avait 5 fiches. Et on avait perdu l'idée que, quelque part, c'était en fait la même œuvre. Ça restait le Don Quichotte. Donc aujourd'hui, avec l'informatique, on a des moyens de passer par-delà ce modèle-là, mais de dire quand j'ai un document physique ou numérique, c'est-à-dire quand j'ai un objet documentaire qui rentre dans mon système documentaire, dans ma bibliothèque, dans mon centre de documentation, dans mon journal, dans mon site de vente en ligne de documents numériques, peu importe. Et quand il rentre dans mon document, je vais pouvoir non seulement le considérer en tant que tel, mais le rattacher à une œuvre. Et en fait, on appelle donc les FRBR, Functional Requirement for Bibliographic Record, c'est cet ensemble qui va du work à l'item. Le document qui arrive, c'est l'item. D'accord, j'ai un item documentaire. Okay. Par exemple, sur le web, c'est un URL. Par exemple, c'est un fichier PDF. Par exemple, c'est un livre lui-même physique quand il rentre dans une bibliothèque. Donc ça, c'est l'item. Je peux acheter 3 fois le même livre, d'ailleurs. Ça serait 3 items différents d'une même manifestation. Une manifestation, c'est la question physique. Si j'ai 3 exemplaires du même livre, c'est bien le même livre. Mais si j'ai le même texte en livre de poche et en édition première, là, j'ai 2 manifestations différentes. Vous voyez la nuance. Tout ça, on est dans les trucs physiques. Si j'ai un même texte en PDF ou en HTML, c'est 2 manifestations différentes. Par contre, avant ces manifestations, il y a eu du travail intellectuel qui n'est pas matérialisé. C'est le travail du work ou de l'expression. Un des exemples qu'on peut donner, c'est pour un même travail, work, je peux avoir plusieurs expressions quand il est traduit. J'ai la version en français, la version en anglais, la version en espagnol. C'est le même travail, c'est peut-être toujours Don Quichotte derrière, mais je vais avoir différents travails intellectuels. Je vais avoir par exemple un traducteur différent, une langue différente, enfin, toute une série d'informations différentes. Donc on a 2 niveaux dans les FRBR. On a ce qui est abstrait, qui est l'œuvre telle qu'elle a pu exister dans la tête de son créateur. C'est les expressions de cette œuvre, c'est la manière dont ça va être vraiment écrit, par exemple selon les langues ou selon les interprétations d'un même morceau de musique. Et puis après, les manifestations. C'est la même chose selon que j'ai la 5e de Beethoven par Karajan en vinyle ou en CD, c'est des manifestations différentes. Puis après, le moyen d'y accéder, l'item. Et là, on voit bien, pour les bibliothécaires,
c'est toujours, parce que c'est en chantier, c'est un chantier qui a une dizaine d'années, mais qui n'est pas fini, c'est une révolution copernicienne. J'ai plus le primat de l'objet, puisque avant mon objet était censé recueillir en même temps son contenu et son enveloppe. Mais je fais un primat du contenu sur l'enveloppe. Tout va se... Et je vais donc pouvoir construire autour du work. Et ce work, si on y réfléchit bien, c'est le Google ID. Quelque part, c'est l'idée qu'un document pourra être représenté par son Google ID, indépendamment du fait de savoir s'il a une version PDF, une version HTML, une version XML, et même une version imprimée qu'on va pouvoir commander directement auprès de la librairie Google. Donc ça, c'est un vrai changement radical. Ça, je l'ai déjà dit, je passe. Ça, je en reparlerai une autre fois. Alors, il y a une autre chose qu'on voit changer très rapidement, mais j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est le changement des pratiques de lecture. Il y a beaucoup de gens dans les milieux de l'édition qui se tracassent aujourd'hui pour savoir ce que va devenir le livre numérique. Est-ce que le livre va mourir? Et il y a ceux qui disent « Oh non, moi avoir un livre avec l'odeur de l'encre quand je l'ouvre. » Excusez-moi, on s'en moque. Moi, je préfère aussi. Mais c'est que moi. Je ne vais pas imposer ma vision aux autres. Moi, j'édite des livres imprimés, j'aime bien ça. Enfin, si quelqu'un le lit sur son iPhone et qu'il a compris le contenu, je trouve ça très très bien. Donc mon métier d'éditeur, ça va être de proposer de plus en plus de formats pour s'adapter à de plus en plus de types de pratiques de lecture. Mais dans les pratiques de lecture qu'on a à l'heure actuelle, on en a une, c'est la lecture par picorage. C'est-à-dire de moins en moins, on peut lire un texte complet, un roman de 300 pages. Alors ça, c'est lié aux conditions de vie, c'est peut-être lié à l'informatique, c'est lié... Je ne fais pas de jugement de valeur, mais il faut qu'on s'adapte à cette idée-là. Et ça, pour les auteurs, ça change des choses. Alors, celui qui fait des provocations, là, c'est Nicolas Carr. Je ne sais pas si vous avez lu son texte « Est-ce que Internet rend idiot ?» C'est l'idée que, de toute façon, je ne sais plus lire sans m'arrêter toutes les 5 minutes pour aller regarder si on m'a mis un nouveau tweet sur mon Twitter, si j'ai quelqu'un qui a posté sur Facebook, et puis si j'ai pas reçu un mail. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Mais est-ce qu'on n'a pas des compétences supplémentaires pour être multitâche? C'est-à-dire, est-ce que ça nous prive vraiment de l'accès au contenu de ce qu'on était en train de lire? Encore une fois, je n'ai pas la réponse. Mais il me semblerait absurde de la tordre dans un sens, de dire, sous prétexte que quand je lis quelque chose, toutes les 5 minutes, je m'arrête pour regarder sur mon Twitter, est-ce que pour autant je ne comprends pas ce qui est lu? J'en sais rien du tout. Quand je regarde une vidéo et que je me pose pour aller répondre au téléphone, j'ai quand même l'impression de voir les films. Donc je ne sais pas, faut pas être... À mon avis, il y a un peu de dogmatisme aujourd'hui dans tous ces débats-là, qui consiste à oublier que les pratiques viennent avec des gens qui sont bercés dans des pratiques. Et je voudrais vous donner un exemple très frappant qui date de l'an 500. L'an 500, Saint-Augustin, enfin celui qui va devenir Saint-Augustin, après avoir vécu sa vie de soldat paillard, décide de rentrer dans les ordres et il est présenté à Saint-Ambroise, enfin Ambroise, son maître, qui va devenir Saint-Ambroise. Et il rentre dans la pièce et il écrit, un texte absolument fabuleux où il dit « Je rentrais et j'avais une impression de sacré, il se passait quelque chose dans cette pièce. Ambroise lisait sans remuer les lèvres. » C'est-à-dire, Ambroise avait acquis ce qu'on apprend aujourd'hui à tous les enfants à l'école primaire, à lire en mentalisant le texte. Alors qu'à cette époque-là, on lisait en parlant, on marmonnait. On était dans la lecture séquentielle. Donc il y a cette technologie de la lecture rapide, celle qui va directement du mental à l'écrit, qu'on apprend à nos écoliers, maintenant très, très, très jeunes, était quelque chose d'assez exceptionnel en l'an 500. Pour bien dire que la capacité des gens à acquérir de l'information, de la connaissance, de l'émotion à partir des documents change avec les pratiques documentaires et qu'elles ne sont pas intrinsèquement liées à tel ou tel support documentaire. Alors c'est vrai, comme je disais au tout début du premier exposé, nous sommes sur une vague qui déferle. Donc tout le monde cherche, quand la vague déferle, le tsunami, on essaie de se raccrocher à ce qu'on peut, à toutes les branches qu'on a, et donc ce qu'on a appris nous-mêmes. Plus on est vieux, plus on a appris des choses différentes à l'école,
Mais fondamentalement, je crois qu'il faut avoir une espèce de confiance radicale sur cette capacité des technologies de lecture, c'est-à-dire de compréhension. Lire, c'est comprendre, hein. C'est pas annonné. On lit vraiment à partir du moment où on comprend le contenu d'un texte. Ces capacités-là changent avec le support et avec les pratiques sociales qui vont avec les supports. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'aurais encore, vous voyez, des tas de choses. On aura l'occasion d'en reparler une autre fois. Juste terminer sur ça, c'est une des conséquences, on va y revenir, et c'est une des conséquences de cette capacité économique du document à avoir une reproduction à coût marginal nul, c'est qu'on va pouvoir créer en fait des communs de l'information. Des choses qui appartiennent à tout le monde et à personne, qu'il va falloir gérer, protéger, indexer, redocumentarisé, c'est-à-dire rendre la capacité d'un document à exercer sa pleine influence, c'est-à-dire à nous émouvoir ou à nous transmettre des connaissances. Tout ça dans un monde commun. Alors, ce n'est pas vrai de tous les documents. Ce n'est pas vrai des poèmes ou ce n'est pas vrai de la littérature, celle qui est proprement une expression d'un auteur. Mais c'est vrai de plein d'autres activités documentaires qui prennent et qui prendront à l'avenir une place de plus en plus importante parce qu'elles seront partagées et que donc elles construiront une culture commune sur laquelle chacun pourra aller puiser pour fabriquer ses propres idées, émotions, connaissances, informations et ainsi de suite. Et ça, avec le numérique, c'est encore plus fort. Et je cite souvent cette phrase de Thomas Jefferson, qui est le rédacteur de la Constitution américaine, un de ces philosophes des Lumières dont je parlais tout à l'heure, et qui dit « Celui qui allume sa chandelle à la mienne ne me met pas dans le noir pour autant ». C'est cette logique-là du bien commun, c'est-à-dire l'idée que ce n'est pas parce que nous allons être deux à lire en même temps le même fichier numérique qu'on va être privé. Et donc, cette notion du partage devient centrale avec l'idée de quelque chose qu'on peut reproduire à l'infini sans en priver quiconque. Voilà. Merci. Typiquement, il me demande de repréciser les FRBR, les niveaux. En fait, typiquement, l'expression d'une œuvre, quand c'est l'original, c'est la même chose que l'œuvre. D'accord ? C'est les autres expressions qui ne sont pas l'original. Par exemple, une traduction. Cas typique, c'est une traduction. Dans un catalogue de bibliothèque traditionnelle, Don Quichotte et Don Quichotte, ce n'est pas au même endroit. Si vous faites un classement par titre, ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas de lien. On ne vous dit pas c'est la même œuvre qui est déclinée dans deux expressions. D'accord ? Donc aujourd'hui, l'idée, c'est quand vous rentrez dans une bibliothèque, vous allez chercher une œuvre en fait. Vous voulez Don Quichotte. Vous n'avez pas pensé d'avance que l'édition qui a été faite en 1852, elle est différente de l'édition qui a été faite en 1998, qui elle-même a changé avec l'édition de 2009. Ce n'est qu'après coup que vous allez le découvrir, vous allez dire, ah oui, je peux choisir. Donc là, je vais avoir plusieurs expressions. Puis après, vous allez avoir des manifestations différentes, c'est vraiment typiquement le support est différent. C'est-à-dire j'ai le même texte réellement, ce n'est pas une modification du texte, c'est l'invariant dont je parlais tout à l'heure et dont parlait Pédoc, mais qui a des... Typiquement, vous avez une page en HTML sur un écran, et si vous voulez l'imprimer, vous l'avez en PDF. C'est vraiment le même document, le même contenu, c'est la même expression donc, mais ça va être des manifestations différentes. Vous avez une photo, la même photo, une petite version numérique qui est diffusée sur le web, qui d'ailleurs va être gratuite, et la version en haute définition qui va être utilisée pour l'impression et que le photographe va vendre. D'accord ? Donc là, on est dans des manifestations différentes de la même expression. Est-ce que ça clarifie un peu ? Voilà. Une autre comme ça ? Allez, merci, à la semaine prochaine.